Bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, je reçois Vincent Comtois, grand mentor d'ATP, naturopathe, praticien en médecine fonctionnelle. Beaucoup de gros titres, mais surtout, Vince, on se connaît depuis 20 ans. Ouais, ça rajeunit pas. On se connaît depuis 20 ans déjà. Puis aujourd'hui, on a décidé de défoncer quelques mythes au niveau de l'entraînement, de la nutrition, entre autres. Puis également, on est passé aussi sur le bodybuilding, la modernité de tout ça, puis qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, comme homme de 40 à 50 ans, puis où est-ce qu'on voit l'industrie s'en aller, on est à l'aise avec ça ou non? Bonne écoute. All right, bienvenue à Discipliné Dangereux. Vince, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, on a préparé de quoi d'intéressant, puis je n'ai parlé un petit peu en intro. On s'est fait une petite capsule Mythbuster. Là. Après qu'on s'est parlé la dernière fois, on est parti dans plein de directions. Puis là, on s'est dit, on va donner un peu de structure. Puis on va défaire une coupe de mythes. Malheureusement, on n'a rien qu'une heure. On aurait pu en faire 6. Puis au pire, c'est de quoi qu'on ferait régulièrement. Parce que t'es-tu d'accord avec moi que dans l'industrie qu'on se trouve actuellement, c'est mythe par-dessus mythe par-dessus mythe. Puis que toi, t'es là-dedans depuis assez longtemps, que t'es toutes vues passer. Puis t'es vu revenir, tu sais. Il y a la mythologie puis il y a la désinformation qui se chevauche là-dedans. Puis c'est ça qui est dangereux un peu parce que on dirait que ça complexifie les affaires pour quelque chose qui devrait être relativement simple. Fait que c'est un peu ça aussi le but. C'est d'enlever le mythe, mais aussi de rendre ça simple parce que c'est pas si compliqué. T'sais, la nutrition, l'entraînement, puis tout ça, quand tu fais les choses comme il faut, là, c'est à peu près si compliqué. Fait que là, on a trop de méthodologie axé sur l'idéologie plus que de la science, puis on utilise la science pour faire du cherry picking, pour valider son idéologie, pour entretenir un mythe. Puis en tout cas, c'est complexe dans l'idée générale pour quelque chose qui ne l'est pas tant. Fait que c'est un peu ça le but, je pense, de la formation. Ben, pas de la formation, mais du podcast aujourd'hui. Ben, on se promènera un peu là-dessus aussi. Puis, c'est intéressant. J'ai écouté un podcast de Mike Dolce récemment. Puis il a calé un peu Jordan Peterson. Parce que Jordan Peterson a mis de l'avant, une diète, Il dit, premièrement, là, il connaît quoi là-dedans, les calices? Puis je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, le gars est psychologue, c'est un brain, mais surtout, c'est parce qu'il y a une plateforme. Fait que le fait qu'il y a une plateforme, ben, il peut s'exprimer là-dessus. Puis là, ben, OK, il va rapporter ce qui marche, en tout cas. Ce qui marche pour lui ou ce qui a marché pour lui dans la dernière année, etc. On s'entend que, tu sais, on va changer 10 facteurs en même temps, on va en retirer un qu'on juge qui a fonctionné, tu sais. Fait que ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu tantôt. T'es-tu prête? Oui. All right. Shoot. OK, parfait. Fait que ça, moi, j'ai mis beaucoup d'affaires que moi, j'entendais souvent parce que je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir Vince pour... là, je vais envoyer cette vidéo-là. À chaque fois que quelqu'un m'amène la patente, je dis tiens, voici le data là-dessus pour vrai, puis reviens-moi après. Probablement, ils ne reviendront pas parce qu'ils ne voudront pas l'écouter. Ça, c'est l'autre affaire. Arrêtez juste d'écouter qu'est-ce qui fait votre affaire, Chris, puis quand vous entendez quelque chose qui les vous biais de frustre, confirmation, c'est un peu ça aussi dans la mythologie, c'est que puis là, on a l'algorithme qui rentre là-dedans. Là. Quand tu as écouté quelqu'un sur un sujet, ben là, tu te retrouves inondé du même sujet. Fait que là, tu dis ben voici, j'ai trouvé le Messie, c'est tout dans la même voie. Là, fait que nécessairement, il faut être capable d'avoir du discernement. C'est ça qui n'est pas facile quand tu n'as pas de connaissances. Moi, je me suis toujours rapporté la physiologie. C'est ce que j'ai étudié le plus dans ma vie. Comment ça marche au niveau d'une cellule. Puis à partir de la connaissance de la physiologie qui n'est pas impactée par tes idéologies ou rien d'autre, là, c'est purement physiologique. C'était là avant TikTok, elle, là, définitivement. Fait que quand tu regardes au niveau de la cellule ou de la physiologie, comment ça fonctionne, après ça, tu peux voir comment en amont, comment tu peux créer quelque chose qui va nourrir cette cellule-là de la bonne manière. Fait que là, une fois que tu sais qu'est-ce que ça prend à ce niveau-là, tu es capable de tout décortiquer et de dire ben non, ça fait pas de sens parce que si ça me prend ça puis j'en ai pas dans mon alimentation, c'est pas la bonne alimentation, donc l'idée de cette alimentation-là, X, fonctionne pas. Puis c'est un peu ça qu'on va faire. Es-tu game qu'on décolle ça sur le jeûne intermittent? Oui, définitivement. Moi, j'ai préconisé puis je préconise encore le jeûne intermittent. Mais les gens ont, encore une fois, attribué ça aux mauvaises actions. T'sais, le jeûne intermittent a été vendu dernièrement pour la perte de poids. Yes. Et l'objectif, c'est pas ça pantoute. C'est un effet secondaire d'une alimentation qui est plus faible en calories. Fait que nécessairement, si tu jeûnes une partie de ta journée, habituellement, tu manges moins en quantité. Je dis souvent aux gens, si tu manges 6 repas par jour, tu as 6 fois plus de chances de faire des erreurs que si tu en manges 2. Fait que nécessairement, quand tu en coupes, ben, tu manges moins de scrap. La plupart des gens pour qui ça marche en perte de poids, le jeûne intermittent, c'est qu'ils mangent moins souvent de cochonneries. S'ils mangeaient mieux de façon régulière sans faire de jeûne, en perte de poids, ils risqueraient d'avoir à peu près les mêmes résultats parce qu'il y a un déficit énergétique et tout ça. Le fait d'avoir une fenêtre où tu ne manges pas du tout va avoir un effet sur la capacité du corps de changer son mode d'utilisation d'énergie.
Fait que tant que ta glycémie est plus basse, parce que tu vas manger, ça fait 12, 14, 16 heures, bien nécessairement, ton corps doit convertir d'autres substrats, comme les acides gras, en source d'énergie, puis d'utiliser des corps cétoniques, ainsi de suite. L'avantage de ça, c'est que tes organes prennent une pause et ton corps devient un peu plus flexible, ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, Exact. pour être capable d'utiliser d'autres substrats énergétiques. Fait que ça te rend moins vulnérable à des chutes d'énergie, ainsi de suite. Tu es capable de mieux fonctionner avec des alternatives. Et ça permet au corps de se détoxifier d'une certaine façon, mais il ne faut pas surévaluer ça. T'sais, un jeûne intermittent n'aura pas le même effet sur la détoxification, ce qu'on appelle l'autophagie, là, la capacité du corps de digérer, si tu veux. C'est un peu ça le réparer, manger ses cochonneries. L'autophagie, si on parle de phagie, on parle de se nourrir d'une façon. C'est que quand tu es en absence d'un nutriment, ton corps utilise ses cellules, utilise ses particules pour se nourrir. Et là, de cette façon-là, tu te débarrasses d'un peu de mauvaises choses pour t'en recréer de nouvelles. C'est un peu l'idée derrière ça. Mais nécessairement, si tu es quelqu'un d'actif, tu es quelqu'un qui fait de l'exercice régulièrement, tu as une alimentation qui est coordonnée, ta plus grande crainte, surtout avec le vieillissement, c'est de perdre de la masse musculaire. Tu sais, le gain de masse musculaire, c'est pas l'objectif ultime du vieillissement, pour prévenir le vieillissement, mais prévenir la fonte du tissu musculaire, c'est ultra important. J'explique ça à mes clients qui ont passé 40 ans. Je dis, gars, ce que tu fais là c'est tes REER. Définitivement. Tu as pris des REER toute ta vie, là, mais là, en ce moment, live, là, la seule chose qui va arriver, c'est que tu vas perdre du muscle. On va prendre pour acquis que, mettons, tu es composé de 30 de gras, puis que tu as 70 de ton corps qui le reste. Bien, il faut que tu augmentes ça. Puis il faut que tu diminues ton pourcentage de gras. Mais la première affaire à faire, c'est de te renforcer. C'est le bon vieux principe du Manon 65 ans, elle se casse une hanche. Puis vu qu'elle n'est pas en forme, elle rentre à l'hôpital. Elle se fait opérer, puis elle ne sort plus jamais de là. Puis elle meurt 2-3 ans plus tard, deux tours sur un pain blanc, puis de la compote de pommes. C'est la personne vieillissante, c'est ça. C'est la sarcopénie qu'on veut prévenir. C'est la fonte du tissu musculaire parce que ta force de préhension, tu le sais que c'est un marqueur important de ta capacité. Dans le fond, le corps doit garder ses capacités de se nourrir par lui-même. Si tu n'es pas capable de chasser, tu n'es pas capable de cueillir par toi-même, tu n'es pas fonctionnel. Tu n'es pas capable de fonctionner, tu n'es pas capable de t'autosuffire, si tu veux. Excuse. Donc, de cette manière-là, si tu perds du tissu maigre, tu deviens moins capable de t'autosuffire. Fait, génétiquement parlant, on n'était pas voué à avoir des épiceries, à avoir du DoorDash pour se faire livrer du stock. On était supposé d'être capable d'aller cueillir, chasser pour se nourrir. Et dès que tu perds ces capacités-là, tu es dans un processus de vieillissement accéléré et ça passe par ta capacité de te mouvoir, ta capacité de chasser et tout ça. Donc, ça passe par ta masse musculaire aussi. Fait que comme tu disais, quand tu es jeune, tu dois bâtir un corps, donc 0 à 40 ans, tu dois bâtir un organisme que tu vas préserver par la suite. Essayer de gagner de la masse musculaire, on va en parler, je pense, plus tard. Essayer de gagner de la masse musculaire à tout prix en vieillissant, il y a des facteurs qui peuvent accélérer le processus de vieillissement aussi là-dedans. C'est pas more is better, c'est de maintenir une composition corporelle idéale. Et ça, on le voit dans le Blue Zone, on le voit dans toutes les populations qui vivent longtemps. C'est des gens qui ont un pourcentage de gras qui est faible et pas nécessairement une grosse masse musculaire, mais un gros pourcentage de leur poids qui est de la masse musculaire. C'est ça qui est important. C'est pas d'être le plus gros possible. C'est en pourcentage de ton empreinte corporelle, c'est-à-dire ton poids, le pourcentage de masse maigre est important. Fait que le jeûne intermittent, si jamais tu appliques ça et à cause de ça, tu ne manges pas assez de protéines, puis tu es actif et tout ça, puis que le résultat, c'est que tu perds de la masse maigre, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Parce qu'on s'entend que moi, souvent, ce que je vois, là, c'est le gars, mettons, de 30 ans, il fait le jeûne intermittent parce que c'est commode. Parce qu'il n'a pas le temps de manger. Fait que c'est pas compliqué. À ce temps, j'ai trouvé une alimentation qui me permet de ne pas manger. Fait que ça règle mon problème. Puis je vais aller m'entraîner en résistance 3-4 fois par semaine. Parce que, puis pour être sûr, moi, je sais faire du CrossFit, de l'entraînement fonctionnel, où je vais me donner. Puis de même, je crée un spike de cortisol complètement dégueulasse. Et dans ma fenêtre d'alimentation, je ne vais jamais aller manger mon body weight en protéines. Puis je ne vais pas aller manger trop de glucides non plus parce que je file keto aujourd'hui, mais demain, peut-être pas. Fait que c'est un peu ça qu'on rencontre. Fait que tu sais, c'est rare, moi, personnellement. Moi, si j'avais à faire intermittent fasting, ben, je prendrais ce que je mange dans une journée en 16 heures. Puis, ben, je le mettrais en 6 à 8. Exactement, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il ne faut pas que tu aies un déficit calorique trop grand. Moi, ton objectif, c'est de la perte de poids, mais ce n'est pas un outil de perte de poids. Moi, j'utilise l'intermittent fasting chez les gens qui sont vieillissants, qui ont une mauvaise composition corporelle souvent, pour renverser un processus de résistance à l'insuline. Il faut que tu aies le reste bien coordonné. Si tu skippes un repas pour manger la même affaire que tu mangeais avant,
Tu fais juste soustraire, comme tu dis, ben moi, je mange plus de déjeuner, mais je mange la même marde que je mangeais le midi, puis je mange la même marde que je mangeais le soir. Tu manges moins de marde. Mais finalement, tu manges un peu moins, tu perds du poids, mais ta composition corporelle va se détériorer parce que tu avais un petit peu de protéines, même dans ton déjeuner de crotte. Là, tu en as de moins. Fait que tu finis par avoir une moins bonne composition corporelle, puis tu as une chance de ralentir ton métabolisme. Parce que là, le monde dit que des métaboliques damage peut être causé par ça. C'est pas que ton corps subit un dommage, c'est qu'il s'adapte. Tu sais, moi, si tu me donnes 500$ par semaine pour vivre, puis tu me demandes de dépenser 2000, si je suis un peu intelligent, moi, essayer de baisser mes dépenses. Mais ton corps, ça va m'affaire. Il part de 2000 calories, tu en donnes 1000. Là, il va dire, ben là, je survivrai pas. Je vais baisser mon idle quand je suis au repos, puis là, mon métabolisme va ralentir, je vais tout le temps avoir le fret, m'être fatigué, avoir du brain fog. Fait que non, le jeûne intermittent n'est pas un outil de perte de poids. Oui, ça a des atouts pour la longévité, mais si t'es quelqu'un qui mange bien, qui est actif, t'as pas besoin de ça. Parfait. Fait que l'idée, c'est le mode de vie. Parle-moi de ce que tu fais au quotidien, puis je vais te dire qu'il n'y a pas rien de ces méthodes-là qui ont un avantage pour quelqu'un qui a des bonnes habitudes de vie. Si on fait un switch, vu qu'on n'est pas loin de ça, les jeûnes de longue durée. Là. Okay. Moi, je me souviens plus l'autre jour, j'étais sur TikTok ou une place, puis j'ai fait un jeûne de 28 jours. C'est vrai, c'est pas vrai. On s'en crisse parce que le problème, vu que c'est ces médias sociaux, il y a du monde qui vont l'écouter puis qui vont essayer de l'émuler. Il y a des cliniques aux États-Unis qui existent, tout ce que tu peux aller t'encabaner là-bas pendant je sais pas combien de temps pour faire un jeûne de 5 jours, 7 jours, 10 jours. Là, si tu vois tu fais un moitié voyage astral, là, on va pas mixer les genres de psychédéliques puis cochonneries là-dedans qui peuvent peut-être inclure là-dedans pour rendre l'expérience encore plus wow. Là, c'est sûr, si je t'accroche de la drogue en plus, tu vas capoter. Mais mettons que je te fais faire un jeûne là, d'une semaine, là, puis ça a longévité. J'ai tellement gagné de... Le jeûne, tout le temps. J'avais les idées claires, je savais quoi faire, j'étais aligné. Il y a des avantages. C'est parce qu'on prend une pause, quoi? Je veux dire... Ben, si là, on passe du... Moi, je fais ça souvent en joke. On passe du jeûne intermittent au jeûne interminable. Fait que, tu sais, 7 jours sans manger, c'est drastique. Il y a plusieurs... il y a des gens qui préconisent le jeûne d'à peu près 4 jours, je te dirais, pour la longévité. 7 jours, il y a un avantage. Il y a des cliniques qui vont le faire. Il y a Sanoviv qui fait ça. Il y a Hippocrate. Il y a des places où tu vas jeûner pendant des périodes assez longues. Et ça a un attribut sur la santé. Tu sais, on sait que dans le cancer, certains cancers durs de certains organes, comme le cancer du cerveau, par exemple, les glioblastomes, ces choses-là, se nourrissent particulièrement ou essentiellement de glucose. Donc, lorsque tu es dans un jeûne prolongé, là, tu donnes juste des corps cétoniques comme source d'énergie à certaines cellules. Il y a des cellules qui ne peuvent pas survivre à cause des défauts génétiques qu'ils ont. Ils n'ont pas la même structure. Donc, tu pourrais aider comme adjuvant, donc un traitement alternatif combiné à d'autres choses, à traiter certaines maladies dégénératives graves comme certains types de cancers. Ça, il y a des études prouvées là-dessus. Te détoxifier d'une certaine manière. Encore une fois, on parle d'autophagie. Là, on est plus plongé là-dedans parce que nécessairement, tu es 7 jours. Là. Fait que c'est sûr et certain que tes réserves de glucose, ton glycogène hépatique et musculaire est épuisé, ça fait longtemps. Donc, tu te retrouves à brûler du gras essentiellement et du muscle. Parce que quand tu es inactif, ton corps va aussi créer de la dégradation du catabolisme musculaire. Entre toi et moi, Vince, on perd du muscle foutrement plus vite qu'on perd du gras dans la vie. Là. Ben, là. c'est difficile à dire parce que ça dépend de la composition corporelle de l'individu. Quelqu'un qui a une grosse masse musculaire, qui a un métabolisme actif, au début, va brûler beaucoup de gras parce qu'il y a déjà ce métabolisme-là qui est déjà induit par cette masse musculaire-là. Mais essentiellement, à un moment donné, tu vas te mettre à brûler de façon importante du muscle qui va ralentir ton métabolisme puis qui a un effet. Fait faut évaluer à qui on donne ça. Je pense que ça a été attribué à trop de monde. C'est un peu comme les irrigations du côlon. Ça. Moi, je disais souvent... C'est pas Hippocrate qui fait ça aussi? Oui, tu sais, tu te rentres un tuyau. Tu sais, poser une sortie, pas une entrée. Là. Fait que l'idée, quand tu te fais rentrer un tuyau là pour te laver, logiquement, si tes émonctoires font le job correctement, tu n'es pas supposé de te faire un lavement. Fait que, tu sais, s'il y avait autant de cliniques d'irrigation de côlon que des gens qui en ont besoin, il y en aurait une pour l'Amérique du Nord au complet. Puis, s'il y avait autant d'endroits pour le jeûne prolongé que des gens qui en ont vraiment besoin, essentiellement, il y en aurait moins. Mais pour des gens qui ont des allergies importantes, des gens qui ont des maladies auto-immunes, des gens qui ont des... C'est comme une genre de reprogrammation que tu peux faire quand c'est bien fait. Il y a des attributs thérapeutiques indéniables du jeûne prolongé.
Mais il y a des coûts à ça qu'il faut que tu évalues. On parle de gens malades, tu sais, on s'entend. Moi, si tu me dis que tu as le cancer du cerveau, bring it, un jeûne d'1 mois, là. C'est ça aussi. Si je mets ça avec une chimiothérapie, mais là, j'affaiblis une cellule qui n'est pas capable de se nourrir adéquatement, puis j'y envoie du poison, j'augmente mes chances de battre la bébite. Tu n'as pas nécessairement fait ça parce que c'était in ce mois-là, puis tu t'es dit, je vais aller faire une petite retraite, moi, je vais faire 4-5 irrigations des faufounes avec. Puis encore là, parle-moi de ta vie. On parlait tantôt de mode de vie un peu. Si tu sors de là, puis la première snack que tu te tapes, c'est un McDonald's, puis tu recommences tes mauvaises habitudes. Les gens qui vivent longtemps, là, ils font pas de jeûne prolongé. On a parlé au téléphone l'autre jour, c'est intéressant. Si tu regardes le Blue Zone, c'est pas sexy. Il y a une zone dans le monde où ils appellent le Blue Zone, où les gens vivent longtemps. Par capita, il y a des... C'est pas en Amérique, hein? Il y a non, c'est assez loin de chez nous. Puis il y a beaucoup de centenaires dans ces gens-là. Ils ont tous des dominateurs communs. C'est que c'est des gens qui ont une faible empreinte corporelle, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont lourds, des gens qui sont actifs régulièrement, qui mangent localement, qui sont dehors souvent et qui ont peu de stress. Si on évalue qu'est-ce qui tue le monde, on mange trop, on est trop lourd, on est trop stressé, puis on mange trop transformé. Enlève tout ça de tout le monde. Là. Moi, si tu enlèves 3 sur 4, mettons, exemple. Disons que tu es stressé, puis tu manges bien, puis tu es actif, puis tu bois pas trop de boissons, t'es quand même moins pire. Parler d'une nouvelle étude sur l'exercice tantôt, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça de te mettre en forme là, en termes de temps. On peut en parler tout de suite. Ben, l'histoire là-dedans, c'est OK, c'est-tu le temps que tu t'entraînes ou le temps que tu es au gym? Non, c'est le temps que tu t'entraînes. Mais parce que tu sais, comme moi, t'en as eu un gym, plus qu'un en fait. Tu vois quelqu'un arriver à 8 heures, il s'en va à 10 heures, il s'est-tu entraîné pendant 2 heures ou là, il a fait son feed Facebook, son Instagram, peut-être il a répondu à des emails, il a fait 4 téléphones. Fait que dans le fond, très souvent, les gens vont corréler, tu sais, hey, je me suis entraîné 1 heure aujourd'hui. Non, t'es au gym pendant 1 heure. D'où, quand le monde met les pieds chez Orange Theory, c'est malade là-bas, il m'entraîne pendant une demi-heure. Puis, c'est juste parce que quand tu rentres là-bas, tu laisses ton téléphone dans ta case. Puis il te varge dessus pendant 30 minutes, mais tu aurais pu faire la même chose toi-même. C'est juste que. CrossFit aussi, souvent, quand tu es en circuit, tu as quelqu'un qui te pousse dans le derrière. Tu peux pas arrêter. Là, tu passes d'une station à une autre. C'est juste que le système est bâti pour te servir en bout de ligne. C'est l'essence même de l'entraînement. C'était là pour bouger. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a longtemps pensé, puis on pense encore à tort, que pour être en forme, il faut que tu fasses beaucoup de volume. Alors, j'ai pas le temps. Écoute, je dis souvent, il y a 168 heures dans une semaine. Pour être en bonne condition physique, il faut t'investir à peu près 3 heures de ton temps. Mais pour la longévité, si on parle juste de la longévité, 1 minute par jour à ton VO2 max, là, le maximum que ton seuil anaérobique, 1 minute là-dedans par jour diminue les chances de mortalité, toutes sources confondues, de 30 %. Prenez ça en note, guys, avant d'aller... 1 minute par jour. Ça, c'est des nouvelles études qui viennent de sortir. Là, on parle de VO2. Là, c'est pas « je me sens-tu bien ». Non, c'est pas ta zone de confort, c'est ta zone maximale. Fait que là, il faut que tu sois capable de te rendre là. Tu sais, mon oncle Jean-Paul, son premier workout, il disait « on va pas essayer ça ». Mais toi qui s'entraînes régulièrement et tout ça, tu vas avoir un impact réel, c'est l'intensité qui compte. Le lactate, on a longtemps pensé que c'est un déchet, mais le lactate a un effet directement sur la capacité d'adaptation, ce qu'on appelle hormesis, là, ce qui tue pas très plus fort, là, le système d'hormèse, et a un effet directement sur la capacité du corps de devenir résilient à l'intensité et a plus de capacité au niveau du système immunitaire. C'est hyper intéressant. Ce qui ressort de ça, c'est que ça prend très peu de temps, mais beaucoup d'intensité. Puis ça, moi, je l'ai adapté à la musculation, c'est la même affaire. Ça veut dire que pour la longévité, un des facteurs qui compte le plus en musculation aussi, c'est le lactate. Tu sais, notre chum Antoine Vaillant disait « The pump is the cure ». Mais moi, on peut donner raison à Antoine là-dessus. C'est que réellement, plus tu vas aller saturer ton organisme d'acide lactique anciennement ou de lactate, plus tu vas avoir d'effet sur
le système d'hormèse, le système d'adaptation, et là, tu vas augmenter ta longévité. Pour mettre quelqu'un en contexte, mettons qu'il nous écouterait en ce moment et comme je comprends pas trop, tu t'entraînes, tu fais des séries, tu sais, 10, 12, 15, puis là, ça chauffe, ça brûle, ça fait mal, le lactate, ultimement, c'est ça. De la même manière que quand tu es sur un vélo, disons, puis tu spins en malade, disons, en étant dans ton maximum, tu as les cuisses qui brûlent bien raide, là, on est là tu sais. Oui, définitivement. Puis l'autre chose qui est dure à faire dans une périodisation d'entraînement, là, pour faire un parallèle là-dessus, c'est quand tu fais une périodisation d'entraînement puis tu as une prescription d'entraînement à un individu, tu n'as pas mesuré nécessairement sa capacité maximum en force, en endurance, puis tout ça. Tu y vas approximativement avec la prescription précédente, puis tu as une prescription ensuite, puis tu dis, bon, regarde, on s'en va vers ça. Là, on s'en va vers de la force, on s'en va vers de l'accumulation et tout ça. Mais moi, mon chum, Khaled Shkawi, là, tu connais sûrement, là, c'est un bodybuilder, est très intelligent. Je ne veux pas dire que c'est pas toujours de pair, mais lui, il fait exception à la règle. Vraiment, là, c'est un gars ultra brillant. Puis je l'ai engagé, moi, comme entraîneur l'année passée. J'ai jamais eu d'entraîneur, c'est pas vrai. J'ai eu Benoît Brodeur quand j'ai commencé dans le début. Différent. Mais Khaled, l'année passée, j'étais un peu surfait, puis j'étais comme pas démotivé, mais je savais plus quoi faire. J'ai dit, bon, regarde, j'ai besoin d'un coup de pied en derrière. J'ai dit à Khaled, fais-moi un programme d'exercice, puis je vais te donner mon plan alimentaire, puis dis-moi ce que tu bonifierais là-dedans. Parce que moi, j'étais certain, à quelque part, que je me complaisais. On est tous pareils, là, tu sais. Moi, je m'auto-prescris, fait que je vais manger ce que j'aime, puis je vais manger moins ce que j'aime pas. Fait que je vais faire regarder ça d'un œil extérieur. Puis ce qui m'a donné comme programme d'entraînement, j'ai trouvé ça bien bon, c'est que il dit, tu sais, le nombre de plages de répétitions en hypertrophie, on le connaît toutes. Mais pour être capable de déplafonner puis d'être capable d'arriver à d'autres choses dans un programme d'entraînement, il faut tout le temps que tu battes ta dernière série. Fait que moi, ce que je me suis mis à appliquer, puis selon sa théorie, puis que j'ai trouvé ultra intelligente, c'est que mon dernier set, je me fous du nombre de reps qui est écrit sur la feuille, c'est toujours le maximum avec la charge donnée. Fait que, mettons, j'ai 4 séries de bench à faire, à série de 10 à 12, bien, je fais 10 à 12 les 3 premières, puis la dernière, avec la même charge, j'en fais le plus que je peux. Des fois, tu as des surprises, hein, parce que des fois, je me rends à 20. Connais, mais ça, c'est ça, toi, tu te connais, mais imagine quelqu'un qui n'est jamais allé là. Que ça se peut peut-être. Ah, je pensais que c'était 10-12, finalement, je n'ai fait 28. C'est ça. Ah, ben là, ton 10-12, c'est plus 10-12. C'est ça, ta charge n'est pas bonne. Exact. Mais tu sais, la journée que je me rends un peu plus loin, c'est peut-être que je m'étais gardé une petite gêne trop sur mes charges. Mais tu sais, c'est moins psychologiquement demandant de dire, ah, il faut que j'augmente mes charges pour toutes mes séries. Ouais. Je vais augmenter mon nombre de répétitions, puis là, quand je vais vraiment avoir trop de facilité, je vais pouvoir augmenter ma charge. Mais l'idée, c'est que avec l'énergie du moment, que tu sais pas, là, la veille, comment j'ai dormi, comment j'ai mangé, tout ça, ce soir-là, j'ai des d'en faire 20. La veille, pas la veille, mais l'entraînement d'avant, j'avais des d'en faire 15. Mais l'idée, c'est que je suis allé vraiment au maximum. Puis là, je me suis saturé de lactate. Puis ça, je fais ça par groupe musculaire. Fait que, mettons, je fais chest dos parce que je fais un push-pull. Mais le dernier exercice de chest, je fais ça. Puis le dernier exercice de dos, je fais ça. Mais je fais ça tous mes entraînements depuis 1 an et demi. Et j'ai rien changé réellement à rien d'autre. J'ai pris 10 livres de masse maigre à 50 ans. Pas juste pas perdu, là. Non. J'étais-tu dans le confort, moi? Peut-être un peu. Hein? Ça veut dire que là, moi, psychologiquement parlant, ça me demande pas trop de me dire, OK, à soir, il faut que je fasse ça. Chaque dernière série, je fais mon max tout le temps. Puis worst case, t'as moins de temps. Ben, t'as quand même une dernière série, tu sais. Définitivement. Fait que, tu sais, on sait tout le temps quand on commence, on sait jamais quand on finit. Ben là, au moins, t'as une dernière série. Puis, indirectement, mais j'aide ce que je parlais tantôt, c'est que je me sature de lactate, donc j'ai un effet. Puis j'ai gagné de la force, puis j'ai gagné de l'endurance en faisant ça, parce que nécessairement, mon corps s'est adapté en étant capable d'endurer une charge X plus longtemps. Fait que tous les facteurs... Puis t'es loin des charges maximales aussi, parce que tu peux rester dans whatever. Ouais, puis là, moi, les charges maximales, c'est plus vraiment mon bag, puis je m'entraîne 90% du temps tout seul à la maison. Exact. Fait que je risque pas non plus des blessures ou des affaires de niaiseux. T'échappes une balle sur le chest. Fait que je fais rarement en bas de 8 répétitions, moi. Fait que, tu sais, mais ça, c'est mon objectif. Je garde ma force, puis je me blesse pas, puis j'ai eu des gains. Fait que d'après moi, j'ai eu un effet. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que comme anti-vieillissement, sans le savoir, je me suis aidé aussi. Fait que non seulement mon corps s'est adapté correctement, mais je crée des choses bonnes pour ma santé en même temps. Fait que ça devrait être comme ça qu'on voit la musculation pour l'anti-vieillissement. C'est l'outil, finalement, si on le veut de même, là, de façon simple. Mettons qu'on continue, Vince, avec la viande rouge dans le cancer. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en nutrition,
le problème qu'on a avec les études qu'on dit scientifiques, c'est que c'est une approche qui n'est pas vraiment scientifique. Un amalgame, right? On devrait, si on va avoir une approche réellement scientifique, être capable de contrôler tous les facteurs puis en isoler un. Donc, avoir un groupe témoin, un groupe contrôlé, puis être capable d'isoler un facteur. Là, on fait des études épidémiologiques. On prend des grandes populations, on leur donne un questionnaire à remplir, on les contrôle plus ou moins, on se fie à leur bonne volonté pour la majorité du temps de remplir un questionnaire, puis on regarde sur des dizaines d'années ou des périodes assez longues, qu'est-ce qui est arrivé dans cette population-là. Avec la viande rouge, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est qu'on a regardé des populations, bon, en Amérique du Nord, on a pris 10 000 personnes, on les a embarqués dans une cohorte, c'est qu'on a suivi. Le suivi, c'est quoi? C'est qu'on a regardé ce qu'ils mangeaient selon ce qu'ils nous donnaient comme journal alimentaire. Puis selon le journal alimentaire de la majorité, ceux qui mangeaient plus de viande rouge ont eu une incidence plus élevée de cancer du côlon. Donc, il y a une corrélation. Et la corrélation, c'est pas une cause. T'sais. On dit « correlation is not causation ». En anglais, ils disent ça. Fait une corrélation qui a été faite selon un nombre de portions. Mais là, après ça, il faut que tu regardes les autres variables. Combien de calories cette personne-là mangeait? Quel sexe cette personne-là avait? Quel âge cette personne-là avait? Quel niveau d'activité cette personne-là avait? Quelle incidence génétique cette personne-là avait? Et la question qui tue le plus, c'est quoi tu considères de la viande rouge? Parce que tu regardes le questionnaire, moi j'en ai regardé un moment donné qui arrivait avec cette conclusion-là. Dans la viande rouge, tu avais toutes les charcuteries, du salami, de la ballonnée, du bacon. Tu avais de la saucisse. Des viandes grises, là, la saucisse hot dog, et tout ça. Fait que c'est sûr que par capita, si tu as des gens qui mangent plus par portion, puis ont coché 3 fois des saucisses hot dog, 5 fois du bacon cette semaine, j'ai mangé des hamburgers 6 fois, cuits dans l'huile. Les autres, ils mettent tout ça dans la viande rouge. Fait que par capita, si lui, il a mangé 30 portions de ça versus l'autre 10, puis il a eu le cancer, là, il y a une relation de cause à effet probable. Mais là, c'est où le côté qualitatif de l'affaire? Puis c'est quoi les autres facteurs? J'avais-tu une population fumeur? Il y a trop de variables. Puis à chaque fois qu'il y a une publication qui est faite comme ça, il y a toujours une thèse ou une étude qui va prouver le contraire. Exact, il y a tout le temps le penchant inverse. Fait qu'on va finir par juste mêler le monde. Mettons, si on l'étire, ça, là, on l'amène avec les carnivores. Là. Ouais. Parce que moi, j'aime bien ça, les extrêmes. Là, parce que tu pars de... Là, on est... Back in the days, t'avais des végétariens qui crissaient pas tout le monde avec ça, puis t'avais le monde qui mangeait de la viande, puis tout le monde vivait ensemble, c'était correct, puis c'était cool. Là, éventuellement, t'as eu les vegans, ou est-ce que... Puis jusqu'à temps qu'on arrête des chasses sur l'autoroute, puis on sauve les tortues. À l'autre extrême, là, t'as les carnivores. C'est comme si on avait ressenti le besoin de dire, OK, moi, je suis à gauche, mais je vais aller à l'extrême gauche. Moi, je suis à droite, je vais aller à l'extrême droite. Puis que là, OK, bon, les carnivores... Ça règle tout. C'est des migraines au maux de tête, au champ à mycose du pied, némite, là, tu sais. Puis, à l'autre extrême, ils vont dire la même chose, ce qui les deux sont intéressants. Mais tu dirais, Vince, mettons, côté carnivore, en bout de ligne, là, on en a parlé un peu ensemble l'autre jour, off-mic, mais tu le scorerais où, toi, dans l'échelle du c'est pas pire ou c'est du caca, là? Bien, je te ramène à ce que je te disais au début. Ouais. Physiologiquement parlant, ça tient par route. Tu sais, c'est que si tu regardes, mettons, les phytonutriments que tu as dans certains végétaux, si on parle juste du magnésium, on sait que le magnésium est hyper important. Yes. Des études dernièrement qui prouvent que le magnésium, les gens qui n'ont pas de déficience en magnésium ont moins de maladies cardiovasculaires, ils ont moins de dépression, mais ils ont moins de cancer aussi. Fait que ça prévient tous les risques de maladies dégénératives qu'on connaît parce que ça a un impact sur l'inflammation, ça a un impact sur des centaines d'actions métaboliques différentes. Les sources de magnésium les plus importantes sont dans les végétaux. On pourrait dire la même affaire de la vitamine C. Il n'y a pas pas de vitamine C dans les produits animaliers, à part si tu manges des organes, dont des glandes surrénales. Moi, je ne sais pas si tu as déjà mangé une salade de glandes surrénales, mais c'est assez rare, une brochette. Pas récemment, non? Bon, définitivement, quand tu manges une diète carnivore, encore là, si tu ne manges pas d'abat, tu ne manges pas d'organes, tu manges juste du steak, par exemple, tu vas te carencer. Fait que si ton alimentation te carence en phytonutriments ou en nutriments X, Y, Z qui sont essentiels à la survie d'une cellule, c'est certainement pas l'alimentation d'un être humain. Fait que la vitamine C, il n'y en a pas ou peu. Il n'y a pas de magnésium ou très peu dans les produits carnés. Il y a peu d'antioxydants comme on les connaît. Puis à l'inverse, on va régler le cas des véganes en même temps. Moi, je vais tout mettre ça dans le même bandwagon parce que encore là, on parle d'un continuum d'un extrême à l'autre. Exact. Fait que le carnivore,
Pourquoi il y a des diètes, les gens qui font la diète carnivore, ils ont une amélioration de leur état de santé. Encore une fois, c'est qu'ils font de l'exclusion en faisant ça. C'est pas l'inclusion qui les aide, c'est l'exclusion. Je mange que de la viande. Donc, tu as arrêté de manger de la margarine, des produits transformés, de la crème glacée, des M&M, c'est toutes sortes de cochonneries. Fait que tabarnouche, je me sens mieux. Ben oui, tu te sens mieux parce que tu as mieux mangé par défaut parce que tu manges qu'une chose. Mais le fait que c'est extrême, par exemple, ça met ça simple, Vince. On s'entend, le monde aime ça, les recettes tout faites, puis on dit, OK, ben là, ça, c'est juste de la viande. Parfait. C'est facile à faire, non, mais c'est-tu simple? Oui. C'est ça, exact. C'est ultra simple. Exact. Puis tu parlais de Jordan vegan, Peterson, c'est la même affaire. Lui, il disait qu'il y a des problèmes de peau, il y avait de l'eczéma, il y avait ci, il y avait ça. Peut-être que le gars, il est intolérant au gluten, puis juste en mangeant de la viande, il ne mange pas de gluten. Fait que finalement, il a attribué les bienfaits à la viande, mais c'est parce qu'il ne mange pas de gluten qui va bien. Il aurait pu manger tout le reste, pas de gluten, d'arrêter aussi bien. Mais lui, en faisant cette exclusion-là... Ça n'a pas été spectaculaire, par exemple. Il a fait tabarnak. J'ai plus mes problèmes de peau, j'ai moins de mal aux articulations et tout ça. Tout ce qui est attribuable à une intolérance au gluten ou une maladie cœliaque, il l'a pu parce qu'il n'en mange pas. Fait que, il a mal analysé, mais c'est facile. C'est un détour. Puis encore là, c'est un détour psychologique. Ça a marché, donc j'ai raison. Donc, j'ai un billet, puis là, c'est plate parce que c'est des personnes brillantes, pareil, puis ils ont des tribunes, puis les gens les écoutent. Fait que là, en bout de ligne, hey, je l'ai entendu à Jordan Peterson. Ouais, OK, mais mettons que... Mais c'est le lot de la spécialité en médecine. C'est ça, on peut t'en trouver beaucoup aussi, là, de gens qui vont dire l'inverse. Exactement. Lui, c'est un spécialiste il y a une idéologie. C'est un gars qui est cérébral, qui est organisé dans sa tête. Fait que pour que ça fasse du sens, il faut qu'il trouve un billet qui va confirmer ça. C'est un billet de confirmation. Lui, il l'a essayé, ça a fonctionné, donc il a compris comment ça marchait. Pour lui. Mais là, ça devient tout le monde marche de la même manière. Fait que dans le règne du continuum d'alimentation, si on va au vegan, on est au même titre. C'est-à-dire que le vegan moyen a passé de l'alimentation nord-américaine moyenne pour s'en aller vegan. Qu'est-ce qu'il a fait dans le continuum? Bien, il s'est mis à manger plus de végétaux. Il s'est mis à manger moins de produits transformés. Il s'est mis à manger, tu sais, lui, ce qu'il appelait de la viande, mais c'était des hot dogs, des hamburgers ou des produits qui étaient hautement transformés ou de très mauvaise qualité. Il a tout soustrait ça de son alimentation. Dans le processus, 90% des véganes ont un déficit énergétique. Tu manges moins de viande, tu manges moins de calories. Ils perdent du poids, moins d'inflammation. Ils ont moins de surplus pondéral. X, Y, Z font peut-être moins d'apnée du sommeil. Ils ont peut-être un meilleur contrôle de leur, leur cholestérol sanguin, ainsi de suite. Fait qu'au bout de la ligne, ils se sentent mieux. Mais à un moment donné, quand tu continues dans le temps, ils se mettent à faire de l'anémie, ou ils se mettent à perdre de la masse musculaire, ils se mettent à avoir des problèmes de X, de Y, Z. Ben oui, mais encore une fois, comme je disais, tu n'as pas de végétaux, tu as certains antioxydants qui te manquent, certains minéraux, mais dans l'autre extrême, la même chose. Tu manques d'acides aminés absorbables, tu manques de fer héminique. Dans les végétaux, tu as du fer qui est très peu absorbable parce que la majorité des minéraux viennent avec de l'acide phytique ou les phytates qui sont des antinutriments qui t'empêchent d'absorber. Fait que tu développes une anémie fériprive ou mégaloblastique parce que tu n'as pas assez de vitamine B12. Il n'y a pas ce qu'il faut pour ton alimentation humaine dans les végétaux seulement. Pourquoi qu'on s'ostine? Regarde au niveau de la cellule, comment ça fonctionne. Pour recycler les antioxydants, ça prend de la vitamine C, ça prend de la vitamine E. Les meilleures sources de vitamine C vont être dans les végétaux. Il y a des bonnes sources de vitamine E, ça prend du zinc. Le zinc, c'est dans les produits animaliers. Le magnésium, qui est très important, c'est dans les produits végétaux. L'alimentation humaine, là, c'est l'alimentation que tu peux cueillir et que tu peux chasser. Tu chasses pas dans un McDonald's, puis tu vas pas cueillir non plus dans un McDonald's. Sortez de l'alimentation transformée, de la bouffe préfaite, retournez à la cueillette et à la chasse. Et tous les gens sur la Terre qui vivent vieux ne sont ni végétariens, ni carnivores. Ils sont omnivores, ils pêchent, ils cueillent, ils mangent peu, ils font de l'exercice, ils vivent dehors, respirent de l'air peu, sont peu stressés, ils ont un bon taux de vitamine D parce qu'ils sont au soleil. Le Blue Zone, c'est tous les gens qui vivent le plus vieux. Ils ont tous, sans se parler, un peu le même mode de vie qui est très loin du mode de vie nord-américain. Arrêtez de chercher la solution magique. La solution, c'est dans l'équilibre. Personne ne va en entendre parler. On disait l'autre fois, il n'y a rien de plus plate que de faire dire que tout réside dans le juste milieu. Puis que ça prend du temps, puis tu sais, en bout de ligne... Ça prend de l'effort. Ce que tu me dis là, moi, que je trouve bon, c'est dans tous les cas, dans tous les courants, tout ce qui marche, là, c'est surtout l'absence de cochonnerie. Overall, tu sais. Fait que ça, c'est mon take-home message. Parlant de cochonnerie, le bon vieux, ouais, là, m'a peut-être commencé un plan alimentaire, là, c'est quand mon cheat, là? Ouais, c'est quand mon cheat meal, là? Les gens demandent ça à première consultation. OK, c'est beau, j'ai mon plan, là, j'explique le plan. Quand est-ce que je dois te cheater? Tu as fait ça toute ta vie, man. Donne-toi un break.
Non, mais tu sais, ça 100%, reste... 100%. Hein? Tu sais, Comme quelqu'un qui dit, je vais aller en Floride en char, parfait. OK, mais là, quand j'arrête, là? Je vais arriver vite, mais c'est quand mon premier break? Ben, là, tu veux arriver quand? C'est ça, exactement. Tu sais, là, tu me dis que tu viens me voir pour un plan alimentaire pour refaire tes bonnes habitudes de vie que tu n'avais pas, puis tu me dis quand est-ce que je peux réintroduire dans le plan que tu me dis qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Juste pour être sûr, là. Là, on va commencer par te sevrer. Tu sais, si tu as un alcoolique qui rentre en rehab, il demande-tu quand est-ce que je vais pouvoir boire mon premier ramen coke, quand il arrive là? L'idée, c'est tu vas te sevrer, puis si tu es vraiment alcoolique, donc tu as une maladie, tu ne pourras plus en boire d'alcool. Fait que la personne qui doit prendre une démarche, si tu n'es pas capable de te contrôler sur tes mauvaises habitudes de vie, je ne les réintroduirai pas à court terme, même en petite quantité, parce que tu n'as pas de contrôle. C'est pour la simple et unique raison que tu es venu me voir au départ. Ouais, ça revient tantôt, tu parlais de jeûne, tu sais, puis c'est intéressant pour ça. On voulant dire, gars, toi, tu n'es tellement pas capable, gars, m'a demandé de la volonté 2 fois par jour. Fait que c'est un peu ça, ici, tout ce qui est, ouais, là, je veux un repas très... Gars, es-tu capable de... Ça. Si je te donne un peu de Nutella, si t'as des demi-toast le matin, es-tu capable de pas manger une large le samedi, là? Parce que là, c'est un concept de négociation, tu sais, t'es un enfant, tu sais comment c'est, là. C'est juste que là, tu négocies avec un adulte, de dire, bon, dis-moi qu'est-ce que t'as besoin de manger au quotidien pour être capable de manger comme il faut toute ta vie. Parce qu'en bout de ligne, tu pars, t'arrêtes, mais moi, d'être bien franc avec toi, le bon vieux, ouais, je vais faire un régime, là, puis après ça, on va remanger comme avant. Mais guess what, Suzanne, à la fin de ton année, là, tu vas être en même place que tu étais, moins 3500$, moins 20 livres plus 25 livres. Parce que ça, c'est les stats, là, c'est 95% des gens qui perdent du poids et qui reprennent plus que ce qu'ils ont perdu. Fait que ça veut dire que tu as juste 5% qui font pas pire, qui à la fin de l'année, la majorité vont avoir atteint leur objectif s'ils l'atteignent, en ayant une restriction calorique tellement élevée qu'ils ont ralenti leur métabolisme, puis là, en augmentant leurs calories par la suite, ils repartent avec un métabolisme qui est lent. Fait qu'ils repartent pire qu'ils étaient. Parce que, puis ils n'ont pas gardé les habitudes. Tu sais, tout le monde, moi j'ai 50 ans, je regarde les gars de mon âge, les filles de mon âge, puis tu l'arrêtes au gym, ce gars-là ou cette fille-là, tu demandes c'est quoi ton secret? Tu vas être déçu, là. Il va te dire, ben ça fait 35 ans que je m'entraîne 5 fois par semaine, puis j'ai une diète que je mange du griot. Je bois mon 3 litres d'eau par jour. Ils sont tous... Tu sais, c'est les gens qu'on n'invite pas au party parce qu'ils sont tous plates, en quelque part. Parce qu'ils sont très neutres. Mais l'équilibre, c'est ça. Puis la longévité, c'est ça. Puis les résultats, tu sais, tu vas voir un planificateur financier, je fais souvent cette analogie-là avec mes clients parce qu'ils comprennent mieux ça, parce que c'est plus tangible. Tu vas voir un planificateur financier, tu dis, moi, je gagne 50 000$ par année, puis je vais prendre ma retraite à 65 ans. OK, parfait. Tu sais, comment tu payes pour ton char, comment tu payes... Là, finalement, on regarde ça, puis tu arrives, tu brûles ta paye à 3 semaines. Là, il va falloir que tu coupes dans les dépenses. Puis il va falloir que tu gagnes des revenus plus élevés. Donc, ça va te demander un effort, en quelque part, de couper ou de travailler plus ou de travailler à 2 jobs. Tu veux-tu optimiser ce qui rentre ou restreindre ce qui sort? Ben, c'est la même affaire qu'on vend qui n'est pas vendeur à nos clients. Dire, ben là, regarde, il va falloir que tu t'entraînes plus, que tu vas sortir de ta zone de confort, il va falloir que tu mettes ça dans ton horaire, puis il va falloir que tu manges moins de ce que tu pensais peut-être qui était bon ou qui ne l'est pas, puis tu le sais, mais que tu aimes, parce que si tu en manges à tous les jours, c'est nécessairement parce que tu aimes ça. Puis ces gens-là sont rarement honnêtes. Tu sais, moi, je dis souvent... Moi, dans plusieurs années, ça fait 30 ans que je fais ça, j'ai enseigné pendant 18 ans en nutrition, là, fait que j'en ai vu passer. Là. J'ai fait longtemps un questionnaire alimentaire, je le fais même plus parce que le monde mentait trop là-dedans. Ouais. Tu sais, 2 jours de semaine, ce que tu as mangé, puis une journée de fin de semaine. En 30 ans, là, j'ai jamais vu personne qui m'a dit qu'il avait mangé des beignes. Là. Je n'ai eu, moi, récemment. Marqué beigne là, dans son alimentaire, 2 beignes du Tim Hortons. Mr. Puff, moi. Bon, des Mr. Puff, ben, c'est ça. Ça pousse comme des champignons. Ouais. Il y en a partout, mais moi, dans mon questionnaire, personne n'en mange. Ça roule, là. Ça roule, là. Les commerces de fruits et légumes pètent aux frettes. Qui mange ça? Les végétariens de ce monde ferment, mais c'est ça. Ça fleurit. Fait que, il faut être honnête avec les autres, mais d'abord avec soi-même là-dedans. Puis c'est une démarche où il faut que tu apprennes à aimer ce que tu fais. Il faut que tu apprennes à aimer te dépasser. Il faut que tu aimes ça, de sortir de ta zone de confort. Puis là, on a tout là, c'est la grosse mode là, des bains d'eau froide, de glace, puis tout ça. Puis là, tu as le sauna à l'autre bout. C'est excellent, mais avant de faire ça, il y a low hanging fruit. Avant de t'acheter le bain, là, première affaire, là, je me suis payé un cold tub à 4500$. OK, mais t'as-tu maximisé le reste? T'as mangé quoi à midi? C'est ça. Midi. Et là, le bon vieux, t'as mangé quoi matin? Matin. Moi, je peux te le dire que j'ai mangé un matin parce que c'est la même affaire qu'hier, la même affaire qu'avant-hier, puis la même affaire qu'avant hier, tu sais. Je reviens encore avec le même exemple que tantôt. Tu prends Normand au gym, qu'il a 55 ans ou 60 ans, puis qu'il est en forme.
Tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait tout ce temps-là. Il n'y a pas personne là-dedans qui va dire « Moi, je prends des douches frettes à tous les matins, je me plonge dans la glace jusqu'au cou, puis après ça, je vais dans un sauna super chaud, je fais des push-ups avec un sac à poubelle sur le dos. » Ils font des affaires simples. Je m'entraîne régulièrement depuis des années, j'ai une alimentation structurée, puis je priorise ça dans ma vie. C'est important je prends pour mes moi. suppléments, puis je me couche pas tard. Puis la même affaire que tu vas pogner le gars qui est successful aujourd'hui, puis qui a de l'argent, puis tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai perdu mes amis quand j'avais 20 ans parce que je sortais pas d'un club, puis je travaillais fin de semaine, puis j'avais 2 jobs. Puis aujourd'hui, j'ai réussi, mais j'ai fait des sacrifices. J'ai travaillé beaucoup, puis j'ai coupé dans mes loisirs, dans mon activité sociale, puis dans mes dépenses, en quelque part. Et ça m'a donné un résultat. C'est exactement le même exercice, là. Fait que, très dur à vendre, c'est pour ça qu'on a peu de succès. Puis il y a 2 choses pourquoi l'être humain est éternellement imbécile. C'est comment devenir maigre sans faire d'exercice, puis comment devenir riche sans travailler. Les gens qui vendent ces méthodes-là, ils font de l'argent à exploiter... À très court terme, par exemple. Oui, ils exploitent l'imbécilité humaine, puis on l'a tout, cet imbécile-là, en nous. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont adultères. C'est un peu comme la petite voix qui te dit « Mais c'est donc une claque d'en face, lui, cette cave-là, mais tu le fais pas parce que tu as une inhibition. Tu es capable de Mais c'est la même chose. On se dit, ça a l'air le fun, ça, cette affaire-là. Et tu es riche vite, puis tu travailles pas. Puis, puis là, je veux maigrir sans vraiment. Là, on a tous les nouveaux GLP-1 agonistes, les Ozempic de ce monde et tout ça. Là, c'est comme une panacée. Ça va disparaître dans pas long. Ça va rester des médicaments utiles pour des diabétiques de type 2, par exemple, mais ça va disparaître pour la perte de poids parce qu'il y a trop d'effets secondaires associés. Et l'autre chose, comme on disait tantôt, tu peux pas prendre ça toute ta vie. Quand tu arrêtes, tu fais quoi? Tu repars. Fait que ça sert à rien de faire des choses à court terme en espérant des résultats à long terme. Parlant de ça, parce que c'est vraiment bon, parce qu'au jour on en a parlé, puis moi j'ai adoré ça. Manon Carman. Oui. OK? Ouais. On peut-tu le débotter, lui, une fois pour toutes? Puis moi, je veux que ce soit toi qui le fais parce que tu le connais par cœur. Bien, Manon Carman, tu sais, c'est Richard Béliveau qui a sorti ce mot-là. Puis ça fait partie du folklore aussi de parler à un fumeur du fait que la cigarette, c'est pas bon. Ils vont toujours te sortir le Manon Carman. Ils en ont tout un dans leur famille. Manon Carman, il est mort à 93 ans. Il mangeait de la couenne de l'or dans des pétacs brunes avec de la sauce. Puis il fumait 3 paquets par jour. Puis il est mort à 93 ans. Oui. Mais Manon Carman, dans les statistiques, là, il y a un 0,0 quelque chose avant le pourcentage d'impact qu'il y a dans un... Mais on sait que si on prend des grandes populations de fumeurs, 65% des gens qui fument vont mourir d'une cause directe du tabagisme. Un cancer induit ou une maladie cardiovasculaire, ainsi de suite. Tu peux pas te défendre contre une moyenne aussi forte. Tu peux pas débolter ça avec ton Manon Carman. Mais ça, encore là, c'est un billet de confirmation. Mais toi, tu le connais, Manon Carman, tu l'as vu. Je l'ai vu. Hein? Il fait partie de ma famille, donc j'ai la même génétique qu'Armand. Moi, j'ai pas la même génétique que les 12 autres qui sont morts jeunes. Moi, c'est Armand qui est ma référence. Parce que moi, ça me réconforte. Ça me fait plaisir. J'ai pas volonté, puis je veux pas arrêter pour X raisons. Fait que je continue à me faire croire. Je me bague sur un ancêtre qui, lui, c'est un miracle de la loto, calice. Puis... Ben, c'est le même gagnant, c'est le même gars que tu connais qui est riche à cause de l'auto. Comment, dans tous les gens que tu vas voir dans ta vie qui ont de l'argent, comment il y en a là-dedans, ils vont dire, ben moi, je suis un gagnant de la loterie. Ben, c'est très rare parce que je pense qu'en dedans de 5 ans, c'est quelque chose comme 90% qui l'ont plus. Ben, si tu n'as jamais d'argent, tu sais pas trop gérer ça. Exact. Mais essentiellement, les gens qui sont bien financièrement, c'est des gens qui ont des bonnes habitudes financières, qui ont travaillé fort et tout ça. Il y a toujours un petit peu de facteur chance, de timing, ce qu'on appelle l'opportunisme. De la même manière qu'ils sont allés au bâton plus souvent aussi. Comment de chance qu'ils ont pris. Ils se sont pétés à gueule 30% du temps, 70% sans marcher. Good for them, tu sais. Mais sauf qu'eux autres, ils ont fait... Bon, on a tout, ils ont tout essayé. Ils me disent aussi, tu sais, t'es chanceux, t'as une belle compagnie, ça fonctionne bien. Ouais, j'ai été 5 ans sans me sortir de salaire au début. J'ai travaillé à 2 jobs. Puis moi, quand j'enseignais les fins de semaine, mes chums sortaient, j'enseignais une fin de semaine sur 2. J'ai fait ça pendant 18 ans de temps. Là. 16 fins de semaine par an. J'étais là la fin de semaine au complet. Moi, je pense que j'ai pas été chanceux. La seule chance que j'ai eue, c'est d'avoir je me suis bien entouré. Ça, moi, tu tombes sur les bonnes personnes. Ça, s'il y a un facteur chance ou d'intuition là-dedans. Mais il y a le facteur vision. Il faut que tu sois visionnaire dans ton affaire puis tu respectes le fait que mon objectif réellement, c'est ça.
Donc, je vais tout faire pour l'atteindre. Tu as fait de la compétition de bodybuilding, que ce soit dans n'importe quel sport, si tu ne priorises pas l'activité, tu ne performeras jamais au niveau. Là. Non, je me rappelle la date. Tous les jours de ma première compétition, je pensais 19 novembre 2005, 19 novembre, 19 novembre. Tellement que le 20, quand il est arrivé, je savais plus quoi faire. Là, j'avais plein de billes qui étaient rentrées, plein d'affaires à m'occuper. Moi la vie s'arrêtait le 19. Ouais. Fait que c'est normal que, je veux dire, ça a bien été puis j'ai gagné, Chris. Il n'y avait rien d'autre qui existait, tu sais. Ben, c'est ça le succès. C'est le focus. Tu sais, tu regardes, mettons, tu prends Bill Gates ou tu prends Jeff Bezos qui est parti dans son garage, dans le sol, whatever. Tu prends n'importe quel grand... Tu regardes ça, tu vois, il peut avoir parti d'une affaire petite de même, mais c'est l'acharnement puis la vision. Lui, tu lui demandais au début, mais moi, ma vision, c'était de faire ça. Ben, je suis arrivé parce que j'ai réussi à faire ça. Mais leur vie dans le pendant, t'en aurais pas voulu. Ils sont pas en train de se dire... Ils sont pas en train de dire, moi, j'ai un mon oncle Armand que... Il n'a vraiment rien fait de sa vie, puis il finit riche, lui, puis... Millionnaire. Non, millionnaire, et là, on donne le même descriptif, ça ferait aucun sens. C'est ça. Mais ça, pourtant, les gens comprennent. On veut entretenir ces mythes-là parce que ça nous réconforte tous dans le fait qu'il y a une genre de justice qui n'en est pas une, de dire que ça va me revenir un jour. Tu sais, je vais gagner quelque chose, je vais hériter quelque chose. La médaille de participant pour tout le monde. Là. C'est ça. Mais ça va au meilleur, tu sais, c'est plus fort la poche. Mais comme j'expliquais tantôt, pour avoir beaucoup, ça n'a pas nécessairement d'en faire autant. Tu sais, si tu veux être le meilleur dans une discipline, il faut que tu mettes tout là-dedans. Mais c'est juste être en bonne santé, puis vivre vieux, puis tu peux avoir un équilibre. Moi, j'ai toujours prôné pour un genre de 80-20. Moi, je mange 20 de mon alimentation par plaisir. Je n'ai mangé des Mr. Puff dernièrement. Je trouvais ça très bon pour ça. Mais je sais très bien... Je parle encore, moi. Je sais très bien que si je mange ça tous les jours, je vais mourir, tu sais. Fait que je fais je viendrai jamais addict à ça parce que je sais que je me le mets dans la bouche, je trouve ça bon, mais j'en mange un ou deux, puis je passe à d'autres choses. Voilà, puis il y a une différence entre toi et moi. Il y a une différence entre 1 puis 21. Exact. Parce qu'on s'entend que ton 21e, d'après moi, vite de même, doit pas mal goûter à m'en faire que le premier. Mais bizarrement, tu sais, c'est de l'acharnement de dire, exemple, bon vieux truc, là. On est tous allés chez Costco dans la vie. La petite madame est au bout de la rangée, elle te donne une slice de whatever. Tu en manges et tu continues ton chemin dans 90% des cas, tu sais. Ceci dit, pour eux autres, c'est rentable parce qu'éventuellement, 10% du monde vont quand même acheter la bébelle. Mais le plus pratique de l'affaire, c'est que tu passais, tu avais faim, elle t'a donné une bouchée, tu continues, il y en a un autre là-bas, il y en a un autre là-bas, tu sais. Mais en bout de ligne, souvent, c'est assez pour y goûter. Et t'es pas obligé de t'enfiler un cheesecake au complet pour comprendre qu'est-ce qu'elle a goûté à la première bouchée et la dernière, ça goûte quand même une crise d'affaires. L'alcool, c'est la même chose. 100%. Tu sais, l'alcool, c'est le fun. Moi, j'aime le vin, j'achète des bonnes bouteilles de vin et tout ça. C'est un désinhibiteur, ça aide à socialiser et tout ça. Mais il y a un breaking point, là. Tu en bois un peu. Si t'es intoxiqué par l'alcool, c'est pour ça que t'es feeling. T'es intoxiqué. C'est un poison. C'est à cause du poison que tu files comme... Là, logiquement, je fais ça régulièrement. Mais en poison tous les jours, c'est putain le fun. Puis ça a pas de... Là, je perds le côté social de l'affaire. Je viens avec les désavantages plus que les avantages. Fait c'est se trouver comme individu, puis une méthode qui va tracer une ligne entre le plaisir et le plaisir d'être. C'est-à-dire que être en forme, avoir les idées claires, bien dormir, te lever à tous les jours. Te lever sans conséquence, te lever pas magané. C'est pas le bonheur, ça, je sais pas c'est quoi. Fait que tu sais, dans la discipline et la régularité, il y a énormément de bonheur parce que tu retires de ça des bénéfices incroyables que tu ne pourrais pas avoir autrement. Fait que tu apprends rapidement, quand tu décides de l'appliquer comme il faut, à aimer le faire, l'activité. Tu aimes le journey, pas juste le résultat, parce que le résultat est tellement payant d'une certaine façon que tu acceptes de souffrir parce que tu sais que tu vas être bien après. Puis toutes les endorphines de ça, mais il faut que tu te rendes là. Puis c'est ça qui est dur à vendre au début. Parce que ça va être difficile dès le départ pour que ça devienne plus facile par après. Mais il faut que tu vives cette période-là. Puis c'est incroyable. Tu regardes les gens en général. Moi, je regardais ma clientèle. Là, moi, statistiquement parlant, j'avais 62 de ma clientèle qui atteignait leurs objectifs. J'avais quand même 40 du monde qui me payait le même prix que ceux qui avaient leur objectif, qui ne l'atteignaient pas. Parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Ils ont tout le temps une réponse. Une raison. Ben, regarde, c'est ce que je te dis. Tu vas voir ton planificateur financier dans ma affaire, mais j'ai pas pu prendre de réel cette année, pas pu mettre d'argent de côté. Prends-toi ta retraite à 92. On va reculer le target, là, tu sais. Vince, un autre petit chat, j'aimerais qu'on passe sur le phénomène Liver King. Là. On entend moins parler, c'est en site, là, mais tu sais, lui, il s'est fait royalement varloper. Là. Mais
ça, c'est vraiment le phénomène des médias sociaux de nos jours, d'avoir une espèce de... un gars sur le jus qui veut un mode de vie ancestral, mais qui se fait suivre avec des caméras, puis des micros, puis une équipe vidéo partout, qui simule des chasses, qui mange des testicules et autres victuailles, puis que, là, il se fait exposer, puis là, je vendais des suppléments, là, j'en vends plus, là, tu sais, t'as du monde qui sont sentis trahis, tout ça. Tu sais, t'en fais quoi, toi, là? Le premier mythe là-dedans, là, la première affaire, pour attirer ton attention, tout le monde est prêt à faire n'importe quoi. Là. Lui, il s'est créé un personnage, l'autre, ça va être une autre affaire. Mais pour vraiment être capable de comprendre comment ça marche, encore une fois, au niveau physiologique, il y a deux choses qui se combinent rarement, très, 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 très rarement. Là. Tu peux avoir du monde cut, la peau mince comme une feuille de papier, puis tu peux avoir du monde musculaire. Mais quand tu es musculaire, puis tu as la peau comme une feuille de papier en même temps, ils sont rares ceux que la nature a créés ainsi. Là. Fait que tu as les gros powerlifters naturels, il y en a, là, mais ils sont habituellement très gras. Là. Tu regardes dans l'histoire, les gars qui étaient bien forts, qui étaient bien massifs, il y avait rarement un six-pack avec des ventes. On va dire, mettons, un mésomorphe sec. Là, mettons, moi, le seul gars qui me vient en tête vraiment que je connais de loin, là, qu'on pourrait dire que puis qui n'était pas énorme, mais qui avait un bon finish pareil. Peu importe ce qu'on recule de très longtemps, c'est un genre de Larry Vinette. Ouais. Mettons. Que, tu sais, il y a très longtemps. C'est pas un gagnant de Monsieur Olympia. Non, mais non. Zéro. C'est ça. Fait que Larry, moi, tout, je m'en souviens. L'année, on le voyait. Il a la peau comme un saran wrap, ses mollets, puis tout ça. Tout le temps, les ventes, ses abdos. Mais c'est un gars qui a un super mode de vie. Mais si tu regardes la majorité des gars qui sont très massifs et très cut, Liver King est un bon exemple de ça. Les abdominaux bien saillants. Le muscle très galbé, la peau très mince. Génétiquement, tu devrais au moins te garder une petite gêne de dire il y a des grosses chances que ce ne soit pas naturel. Fait que c'est pas à manger des foies et des gosses de perdrix qui est devenu comme ça. Là. Mais le mode de vie tellement extrême, vu que peu de gens peuvent le faire, vont le regarder en se disant ça doit être ça. Ouais. En voulant. Ça doit pas être parce qu'il prend des produits, parce que, gars, son mode de vie est tellement. En voulant dire mais toi, t'es pas de même, mais tu fais pas ce qu'il fait. Je suis pas capable de le faire. C'est là, quand c'est pas capable de le faire, j'ai une solution pour toi. Je vends des pelules de foie aussi. Fait, qui est un supplément Trienne en passant, il y a de ça 25 ans. Là. Ouais, j'ai rien contre les suppléments, mais les extraits glandulaires, ça date ça date de très loin. Ça a un effet intéressant pour nourrir la glande, mais encore une fois, ça n'a pas d'effet comme lui il propose. Ça n'aura jamais les résultats que lui prétend. Il n'y a rien de magique. Rien. Zéro, nada, rien. Fait que, il faut arrêter de dire, mais le problème qu'il y a, c'est que lui, s'il veut s'infliger ça, puis tout ça, mais c'est quand tu fais croître du monde qui pourrait mettre leur santé en danger, exactement. Que là, t'as un devoir... Combien d'intoxications qu'il y a eu, lui? Des gens qui le follow, là? Tu sais, je veux dire, tu t'en vas chez ton boucher, hey, donne-moi des testicules, OK, parfait, mais tu sais, lui, t'as pas dit que c'était pour les manger, whatever, il clean pas ça comme le reste, là. C'est pas tout le monde, là, qui mange des gosses de bœuf, ouais, exact. Fait que, tu sais, il y a eu de ça aussi. Ça, c'est tout le natty, le genre de... mettons un Mike Owen, là, de ce monde, là, tu sais. On en a parlé l'autre jour un peu. Moi, je trouve ça fascinant, parce que là, moi, j'ai déjà jasé avec une fois, puis il y a honnêtement, là, il y a une vue sur l'entraînement très... tu sais, il met sa tête dans son muscle quand il s'entraîne, ce qui est, selon moi, l'espèce de trait de caractère. Tu as connu Vincent, tu as connu Antoine, c'est le même principe. T'sais. Antoine, quand il fait ses affaires, il n'y a rien d'autre qui existe. Ouais. Ce gars-là, c'est la même affaire, c'est le même degré de dedication, sauf que qu'est-ce qui fait qu'il est aussi bon ou même meilleur que le 30 ans? C'est rare, là, tu sais. C'est humainement impossible d'avoir plus de masse musculaire, de devenir plus cote, plus le temps passe. À un moment donné, tu vas pogner un plateau où tu vas régresser ou maintenir les acquis. Regarde les Monsieur Olympia. Regarde tous les gars qui sont encore vivants, qui ont gagné. Parce qu'on va en parler aussi. Là, qui sont encore vivants, qui ont participé ou gagné Monsieur Olympia après l'âge de 50 ans, mettons. Là, parce que dans 40 ans, il y en a une couple. Ceux qui ont réussi à survivre au bodybuilding professionnel l'ont tout fait en perdant majoritairement la masse musculaire qui les a fait gagner, qui les a fait se différencier du bodybuilder moyen à grand gagnant. Il a fallu qu'ils perdent ça. Tu sais, des Ronnie Coleman de ce monde. Le meilleur exemple, c'est Dorian Yates. Dorian Yates, comme on disait l'autre fois, il a viré à 180 degrés pour avoir une vie très loin du bodybuilding. Puis c'est peut-être le bodybuilder qui a gagné, je pense qu'il a gagné 6 fois en Olympia. En tout cas, il a gagné 6 fois.
Puis il est encore en vie, puis il est en bonne santé. Mais regarde-le aujourd'hui, tu te dis, je peux pas croire ce gars-là gagner M. Olympia. Là. Il a une bonne shape pour un gars de son âge, mais pas plus que le gars qui n'aurait jamais eu. Ça fait longtemps qu'il est de même, c'est ça l'affaire. C'est qu'un an après avoir fini, il avait l'air d'être ça, puis c'est bien correct et c'est bien normal. C'est normal parce que le mode de vie qui s'apprend, puis ce que tu fais pour être capable de gagner ce titre-là, c'est du suicide. C'est ça. La réalité, c'est ça. C'est que pour vivre, la recette pour mourir jeune, c'est prends du poids, puis prends-en, puis prends-en, prends-en, que ce soit du gras ou du muscle. La surcharge pondérale a un impact important sur tes organes. Ton cœur doit pomper plus de sang, doit créer des niveaux capillaires, grossir des artères. On le voit, la grosseur des veines, des artères, des gars qui sont bien musclés. C'est pas mais là, c'est le même système cardiovasculaire que tu avais avant d'être gros de même qu'il faut qu'ils fournissent ça. À un moment donné, il y a une capacité. Tu te ramasses avec un genre de Nick Walker, là, qui a des varices épouvantables partout ses jambes. Là. Toi, tu vas me dire, ce gars-là, quoi, il n'y a pas 30 ans, là? Magané de même. Je veux dire, c'est pire que Ginette, la serveuse au restaurant du coin, qui travaille debout 50 heures semaine. On l'air tout le temps en insuffisance, puis de ma mère. Ils marchent, c'est compliqué. Je ne suis pas en train de dénigrer le sport. Je suis en train de dire que si tu pratiques ce sport-là, tu le fais dans l'idée, tu es conscient que tu vas vivre ton sport, mais tu risques de ne pas avoir une longévité qui est extrême. C'est pour ça que je trouve ça le fun qui ramène des physiques qui sont un peu plus atteignables comme étant des icônes du sport. Même si c'est pas des naturels, ils sont moins pires. Que tu choisis le moins. Mais ça, c'est toujours complexe parce que tu sais comme moi, qu'est-ce qui arrive. La première année, les gars sont plus petits. Et ça, on fait ça avec les genres de board shorts. Première année, les gars étaient tout petits. Deuxième, troisième, quatrième, là, t'es rendu que les gars sont aussi gros que les Open, mais dans cette affaire-là. Puis là t'es comme rendu de l'autre bord. Tu l'as vu avec les femmes dans le temps. OK, figure, là, c'était gros de même. C'était gros comme le trépied qui est là. Là, après ça grossit. Hop, là, après ça, on fait une nouvelle catégorie, bikini. Là, après ça grossit. Là, on va faire une autre qui est d'autres choses. Les figures qui sont trop massives vont faire du wellness avec eux autres. Fait que, on va leur trouver d'autres places. On va les mettre ailleurs. Mais il faut comprendre que tu sois gros par muscle ou gros par gras, tu es trop gros. Tu as une empreinte métabolique trop élevée. C'est dur sur tes reins, c'est dur sur ton foie, c'est dur sur ton cœur surtout. Et tous les bodybuilders qui meurent jeunes meurent tous de maladies cardiovasculaires. L'affaire qu'on sait, c'est que les anabolisants, ça ne donne pas le cancer parce qu'il y en aurait une Christie de gang qui l'aurait. Fait que, ou ils meurent tous trop jeunes pour avoir développé un cancer. Mais nécessairement, pour les maladies cardiovasculaires, c'est terrible. C'est terrible, la surcharge, puis ça change le profil lipidique, ça change un paquet d'affaires. Fait qu'encore là, tu regardes un gars qui dit qu'il est naturel, qu'il ne l'est pas, puis qui te vend des idées qu'il ne fait pas. Mon Dieu, comment je peux comprendre que le monde sont perdus? Je voudrais me fier à quelqu'un, puis même celui que j'essaie de me fier parce que je pense qu'il me dit la vérité, mais qu'on démenterait. Qui dit la vérité là-dedans? Fait que, ça devient ultra complexe pour les gens de se retrouver, mais il faut arrêter de croire des influenceurs dans le sens que, la volonté d'influencer, c'est de vendre quelque chose. D'abord un concept, parce que si tu veux te démarquer des autres, il faut que tu fasses des choses différentes. Puis après ça, nécessairement un produit dérivé. Puis tu sais, c'est pas tous les influenceurs qui font un mauvais job, mais quand tu as un gros following, habituellement, c'est parce que tu sors du lot. Puis quand c'est une responsabilité qui vient avec ça aussi. C'est une responsabilité. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mes grands-parents me disaient « Laisse-toi pas influencer. » On se tenait loin du monde qui avait des mauvaises influences. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus capable de déceler qui a une mauvaise ou une bonne influence parce qu'il est bien marketé. Liver King est un bon exemple. Tu regardes ça, c'est impressionnant. Tu regardes le gars et tout ça. Ouais, c'est divertissant. Je l'ai regardé, moi, beaucoup de ce qu'il faisait. Je trouvais honnêtement, je trouvais ça intéressant et divertissant. Ouais. Mais là, quand on est assez instruit surtout. Exact. Puis intelligent quelque part pour comprendre que c'est pas faisable. Mais il y a des gens qui vont aller vers ça. Il y a des gens, qu'on disait tantôt, qui vont aller dans les extrêmes pour essayer de régler ce qui aurait pu se régler dans le juste milieu. Ben, c'est que tu tombes un peu dans le principe c'est sectaire ou presque, puis tu te retrouves là-dedans. Là, t'en as parlé, Vince, il y a un instant, puis on connaît un jeune bodybuilder récemment là, qui s'appelle Sam Sulek, là, qui est un phénomène en ligne. Un peu, mettons, marketé comme, mettons, nous, on a bien connu Antoine, un peu le nouveau Antoine, le nouveau, le futur C-Bomb, etc. Sans, mettons, l'annoncer comme pré-cuit ou genre, ça t'offre pas longtemps. Moi, j'en ai vu des jeunes de même, extrêmement bons, gros de même ou plus,
qui n'était pas ses médias sociaux, en passant, juste parce que dans le temps, on n'avait pas ça. Puis qu'aujourd'hui, il leur manque un rein, ou ils ont arrêté complètement. Parce que c'est pas quelque chose qui les intéresse. Ils ont peut-être à 19-20 ans, tu penses que c'est ça. Finalement, c'est plus ça. Fait que ça serait quoi pour toi, là, la recette? Là? La recette parfaite là, pour mourir jeune et en shape. Tu sais, qu'on voit et qu'on revoit, puis qu'on le voit aller de loin, puis qu'on se dit comme tabarnane, ça va péter. Ça veut pas dire qu'on va le voir, ça veut pas dire qu'on va le voir live, mais tu sais, nous, on en parlait en privé, plein de monde qu'on connaît, que là, maintenant, OK, lui, des pontages, lui, il a des springs, lui, puis là, tu te dis comme, ouais, Chris, moi, je suis pas là, puis tant mieux, mais à 20, 21, 22 ans, comment tu es équipé pour processer tout ça, puis dealer ultimement avec l'anorexie inversée, tu sais, la peur d'être petit, tout ça? Le facteur qu'il y a, comme lui, là, il y a le fame aussi qui vient avec ça, c'est que lui, il est venu connu, reconnu parce qu'il y a des gains importants. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est Christy, plus j'ai des gains, mieux c'est. Fait qu'il va pousser l'enveloppe encore plus loin. Tu sais, le bodybuilding, avant, les gars avaient un peu plus de longévité, pas parce qu'ils étaient vraiment moins dopés, ils étaient moins dopés tout le temps. Exact. C'est que, tu regardais, mettons, des Kevin LeBron, tu le regardais off-season, tu sais, le gars, il avait 235 livres mous, puis il arrivait sur le stage, 250 cotes, 260. Mais lui, il avait 6 mois par année, personne ne le voyait, il était dans son groupe de V-Metal, puis il faisait ses affaires. Full blown, je me rappelle de ça. C'est ça. Puis il y avait une vie plus normale. Là, les gars, avec les médias sociaux, ils en dosent des compagnies de suppléments, ils ont besoin de faire des pauses régulièrement, les gens veulent les garder. Fait que les gars, il faut qu'ils se gardent comme quasiment year-long, la shape de compétition. Fait que là, le cycle qui durait 6 mois, il dure à l'année. Fait que là, il pousse l'enveloppe. Puis lui, c'est le même genre. Fait que le gars, c'est la loi de Newton. Hein, tout ce qui monte vite redescend vite. Fait que si tu as une courbe qui est comme ça, tu vas avoir des gains moins rapides, tu vas descendre moins vite. Mais habituellement, quand tu montes en ligne droite de même, là, quand tu frappes le bottom, tu redescends assez vite. Puis il y a toutes sortes d'autres facteurs psychologiques qui peuvent rentrer en ligne de compte là-dedans. Puis la majorité, moi, j'en ai plusieurs dans ma clientèle, que c'est plus psychologique que physiologique à un moment donné. Mm-hmm. C'est que là, ils sont reconnus comme le gros de la gang, ils sont reconnus comme hey, Vince, il est fort, Vince. Tu peux plus devenir Vince, il est pas fort, puis Vince, il est pas cut, puis Vince, il est pas gros, puis Vince, c'est normal. Il est normal. S'il est juste normal, il est quoi, tu sais? Fait que, tu sais, tout ton univers tourne autour de ça. Fait que c'est toujours poussé un peu plus loin. Puis tu sais comme moi que le premier cycle que tu fais, il marche toujours plus que les autres parce que tous tes récepteurs sont vierges, ton corps n'est pas habitué. Fait que quand tu commences avec des dosages X, puis tu es obligé de prendre X plus Y pour avoir le même résultat, là, tu commences à avoir des réels problèmes. Parce que là, tu additionnes les effets secondaires pour moins d'effets positifs. Puis dans le temps, mais nécessairement, c'est comme je disais tantôt, tes organes payent le prix. Tu regardes le profil lipidique de ces gars-là, tu dis, waouh, tabarnouche, je fais ta pression artérielle, des 170 sur 110, t'as 30 ans. C'est pas bon signe, là, tu sais. Mais, exemple, John Meadows est un très bon exemple. Moi, je pense, tu sais, si on devrait avoir la puce à l'oreille, le gars, c'est un ancien banquier. C'est pas un gars qui fêtait, c'est pas un gars qui sortait, tu sais. 2 enfants jeune âge, 49-50, mais c'est juste qu'il a tenu ça, le gaz dans le fond, longtemps. Et ultimement, tu sais, il a-tu coûté sa vie? Il aurait-tu fait 5 ans de plus, 6 ans de plus, 10 ans de plus? On ne saura pas jamais. T'sais. Quand est-ce qu'il aurait fait... Mettons, je vais te le mettre de même. Là. Quand est-ce qu'un an de bodybuilding a commencé à écouter 2, 3, 4 puis 5 ans? Sa vie, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais, mais on sait aujourd'hui, hors de tout doute, que quand tu pousses l'enveloppe avec le temps, tu raccourcis ta vie. Ça, c'est sûr. T'sais, on l'a vu avec tous les gros bodybuilders. T'sais, moi, je me souviens, la première fois, j'avais vu Craig Kovac dans le temps. Un gars de 400 livres avec des ventes, ses biceps. Il est mort 44 ans, 45 ans. Il était tout trempe assis sur une chaise. Il était pété. Là. Il était malade depuis longtemps. Il est mort. Il n'est pas mort subitement. Lui, il est mort usé comme un vieillard jeune. Il n'a pas eu 44 belles années, puis là, il s'est pas levé un matin. Le gars, il a eu 20 années de marde. Là, c'est ça. Puis, t'en as plusieurs bodybuilders qui, avant de mourir, mais ils sont pas capables de décrocher de ça. Fait qu'ils restent là-dedans, sachant très bien qu'ils s'en vont vers la fin. T'as connu Flex Wheeler? Oui. Flex Wheeler, ultimement, s'est pété un rein. Après ça, il est retourné faire un show. Ah ouais, pas de trouble, je vais faire ça naturel, testez-moi. Testé positif. Après ça, il a repété son rein qui s'était fait donner par une femme de son église. By the way, merci. C'est super le fun. Elle avait avec un rein à cette heure, puis toi, dans le fond, tu t'en vas le fucker à refaire du bodybuilding. Aujourd'hui, il est amputé d'une jambe. Artériosclérose grasse, coupé d'une... C'est triste parce que quand tu le vois à son prime, ce gars-là, moi, de mon œil à moi, c'est un des meilleurs culturistes. Mais tu sais, lui, c'est son identité, tu comprends? Lui, s'il n'est pas ça, il n'est rien d'autre.
Tu regardes Ronnie Coleman aujourd'hui, ça fait pitié aussi. Il est encore en vie, mais ça a coûté combien, lui? Tu sais, lui, il s'est hypothéqué plus physiquement que physiologiquement, mais mon Dieu, que je trouve que c'est une activité que c'est triste de voir la finalité. Tu sais, la plupart du temps, les extrêmes, ça t'amène vers nulle part. Tu sais, c'est un peu comme on parlait de niveau nutrition. Le vouloir être le plus gros possible, le plus gros, puis le plus cut en même temps, c'est anti-physiologique. Parce que quand ces gars-là ont été à ce niveau-là, l'affaire... Moi, je compare un peu ça au football, tu sais. C'est niaiseux à dire, là. Mais mettons, les gars de la NFL, là, quand ils sortent, il n'y a pas de ligue récréative. Autrement dit, OK, parfait, on se met des pattes, des casques, etc., puis on va aller jouer comme une game de pick-up hockey, tu sais. Il n'y a pas de ligue de bière. Ouais. De ça. Fait que là, quand tu sors de cette affaire-là, puis c'est tellement ingrained dans tes... C'est pas quelque chose que tu fais 1 heure par jour, là. C'est une activité, littéralement. Puis tu sais, c'est... Je vais le dire en bon français, là, comme que ça me vient, là, c'est beaucoup de masturbation, entre parenthèses, parce que c'est toi. Puis tu sais, il va falloir que... Ce qui, moi, personnellement, a fait que j'ai changé, c'est parce que j'ai une nouvelle personne qui est arrivée dans ma vie, qui était ma fille, tu sais. Ouais. Puis qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, là, quand j'étais jeune, j'étais comme, à 40 ans, au pire, ça pètera. Mais là, tu sais, j'ai eu 40 ans l'année passée, je vais avoir 41 cette année, puis j'ai plus envie que si ça pètera, là. Je vois plus ça pareil depuis qu'elle est là, puis c'est sûr que des fois, j'ai peur, puis je me dis... Mettons, je rewind le tape, là, j'ai tout fait des affaires intelligentes. Chris, non, tu sais, c'est tout correct là-dedans. La question qui tue aussi, tu voudrais-tu qu'elle fasse un affaire que t'as fait? Non, jamais. C'est ça. Jamais. Ça aussi, moi, c'est de même, ça m'a interpellé. Quand mon gars est venu au monde, c'est pas que moi, j'appliquais quelque chose tant ça, mais j'entraînais des culturistes de haut niveau qui, eux autres, se dopaient pas mal. J'étais témoin de ça, puis j'assistais à ça en pensant que moi, ma conscience me disait, s'il vient me voir, moi, avec les connaissances que j'ai, je vais le sauver le pire parce que je vais faire moins pire que s'il avait été voir quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que je faisais mieux que la moyenne. Mais en même temps, je me suis dit, si c'était mon fils, mon client, je serais pas bien fier de son coach. Okay? Fait qu'à partir de quand j'ai eu un enfant, moi, c'est là que ça m'a interpellé de dire, non, moi, je ne voudrais pas que mon gars fasse cette activité-là de la façon que moi, j'encadre certaines personnes. Je vais le faire comme si c'était mes enfants aujourd'hui, donc je vais le faire de la façon qui est naturel, puis tout ça. Si c'est une TRT parce que tu en as besoin, on va l'évaluer physiologiquement si tu en as besoin. Mais tout ce qui est supraphysiologique, moi, ça fait partie de ma vie parce que mentalement, je suis pas bien avec l'idée que quelqu'un préconise ça chez un autre en disant que par ma connaissance, je peux t'induire quelque chose qui peut être contre-productif, même dangereux pour toi. C'est pas dans l'essence même du coaching ou de vouloir aider. Moi, dans ma définition aujourd'hui, puis c'est pas un jugement que j'ai contre ceux qui le font, mais moi, ça m'a interpellé la journée. Je me suis dit, si mon fils se faisait coacher par un gars de même, qui fait ce que je faisais ou qui fait autre chose, puis j'apprenais ça, ça marcherait pas. Ça n'a pas d'allure que moi je le fasse. Là. Fait que, tu sais, mais c'est un engrenage. Tu sais, quand tu es là-dedans, puis tu entraînes gros des bodybuilders, puis tu fais ta renommée là-dedans, puis tu changer tout ça, ça a été un processus, mais moi, c'était clair dans ma tête que c'était plus ça que je vais faire. Que je voulais aller ailleurs, puis tout ça. Puis j'ai compris dans le processus, parce que j'étudiais surtout la physiologie, tout l'impact de... C'était important de s'arrêter à comprendre, de dire, OK, si je fais telle action, je vais avoir telle réaction, est-ce que je suis prêt à vivre avec les conséquences? Tu sais, moi, comme je dis, j'ai travaillé beaucoup, ça a impacté ma vie sociale. Tu sais, j'ai des amis que j'ai pu vus, puis à un moment donné, j'ai perdu de vue, puis c'est difficile aujourd'hui, j'essaie de reprendre contact avec du monde des fois, puis tu sais, tu n'as pas été dans le vie pendant 20 ans parce que tu travaillais sur... Tu sais, oui, mais à quelque part, si je fais l'équilibre de tout ça, je ne changerais pas de place pareil. Je pense que c'est bon que tu le mentionnes de même. Moi, je pense à la fin, si tu calcules ton empreinte, là, moi, j'aime bien, c'est comme une empreinte de carbone. Là. Tu sais, à la fin de ta vie, mettons, là, tu vas avoir fait plus ou plus de moins. Exact. Ben, si tu te tiens dans le plus, I guess, puis j'espère qu'il va arriver des bonnes affaires. Mais là, après, t'as pas de contrôle. On apprend tous un peu par essai-erreur. Tu sais, la science étant ça. Tu sais, la science, c'est pas une science, c'est pas rien d'exact. Là, on essaie des choses, puis on s'ajuste avec la connaissance, puis ça va toujours être évolutif. On va rire de ce qu'on sait dans 10 ans, puis on rit de certaines affaires qu'on disait il y a 10 ans, puis ça fait partie de l'apprentissage. L'important, c'est d'avoir l'esprit ouvert, puis de toujours vouloir faire mieux, puis de faire bien. Tu sais, quand tu as de façon intrinsèque l'objectif premier de vouloir réellement faire les choses comme il faut pour aider, tu tombes rarement. En tout cas, tu le fais pas
par intention. C'est ça que je trouve plate aussi, pour faire un parallèle à ce qu'on disait, l'influence. Ton intention est-tu noble en arrière de ce que tu fais? Tu sais, moi, les suppléments, le monde dit « Ah, on sait bien que tu vends des suppléments. » Ouais, mais les suppléments que je te vends, là, je les consomme. Si je faisais ça juste par de l'argent, là, j'en vendrais aux autres, j'en consommerais pas pour moi. J'en donne à tous mes proches, j'en donne à mon gars. Fait que mon idée de qualité, c'est d'abord un travail égoïste. Moi, je le mets dans le corps, quelque chose de bon, puis j'en trouvais pas ailleurs. Je m'en faire. Moi, ça, tu me l'as tout le temps collé, moi, ça. Since day one, là, fait que, puis on peut reculer à peu près à 10-12 ans là-dessus. C'est ça l'idée de départ. Puis ça, je trouve ça encore bon parce que tu leur dis encore aujourd'hui, puis c'est encore vrai. Mais ça devrait être ça pour tout. Dans le sens que si tu coaches quelqu'un, tu l'entraînes comme tu voudrais t'entraîner, puis qu'est-ce que tu voudrais avoir, et tu voudrais te faire dire les choses que tu dis. De cette façon-là, on ferait le ménage avec bien des charlatans, puis bien des mythes, bien des affaires. Puis le mythe à Quenzer, parce que je disais tantôt, les gens veulent aller vers les extrêmes parce que nécessairement, ils pensent que plus tu es extrême, plus les résultats vont venir vite. Mais qu'est-ce qui vient vite? Très dur à conserver dans le temps. C'est le downfall après. Là. C'est tout le temps le toujours la loi de Newton. Moi, je reviens tout le temps à l'en faire. Tu as monté vite, 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 tu vas redescendre vite, vite, vite. Ça prend plus de temps. Tu vas aller plus loin qu'une courbe qui est plus longue. Mais la patience puis la discipline, c'est la règle de tout. Puis ça, si tu l'enseignes à tes enfants, l'école, c'est la même affaire. Le travail, c'est la même chose. Les relations, c'est la même affaire. La santé, tout prend du temps et de la constance. Tout. C'est la loi universelle pour tout. Puis on essaye toujours de contourner ça. Tout le temps. Vince, t'as le mot de la fin. Puis je pense que c'est solide pour terminer. Merci de ton temps aujourd'hui. J'apprécie. Puis j'espère qu'on va réussir à casser une coupe de mythes. Si jamais ça vous a parlé, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous êtes rendu là, droppez un commentaire. Un mythe que vous avez entendu aujourd'hui, vous êtes comme, ou plutôt un que vous avez en tête, vous aimeriez qu'on défasse. Puis si on a assez de demandes, on en refera un autre dans le futur rapproché. Un plaisir. Merci pour ton temps. Merci. Prochaine. À bientôt.